Bonsoir à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires pour la grande soirée des municipales. Un scrutin profondément marqué par l'épidémie de coronavirus. La France est passée en stade 3. C'est dans ce contexte que 48 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire quelques 35 000 maires. Ce ne sont pas de très bons souvenirs, mais c'est un fait. Ce mandat n'avait pas bien commencé. La menace du virus au premier tour, le second reporté de plus de 3 mois, des maires sortants qui ne peuvent pas partir, des maires élus qui ne peuvent pas prendre leurs fonctions, c'était un peu le chaos. Et une fois la situation revenue à une certaine normalité, les choses n'ont pas semblé beaucoup s'améliorer. En 2020, les maires avaient environ 1300 agressions. C'était quasiment le double, 2500 faits pour l'an dernier. On a annoncé hier un numéro que pourront appeler nos maires sur le champ de la protection psychologique. Pas une nouvelle des maires qui ne parlent d'agression, de burn-out, de démission. Depuis 2020, près de 2200 ont jeté l'éponge, plus d'un par jour. Moi qui voulais m'engager pour participer à la vie citoyenne, est-ce une si bonne idée ? Pour le savoir, pas de meilleure solution que de partager un peu de leur quotidien. Peut-être pourrais-je voir si la vie de maire est aussi terrible qu'on le dit, si les responsabilités et la fonte de leur budget les accablent au point de déserter la fonction. Allez hop, en avant. Et le tout au pas de course, parce que c'est comme ça le rythme des maires. N'ayant pas assez de pages dans mon cahier pour recueillir 34 945 témoignages de maires, j'en ai choisi 4. L'échantillon n'est pas représentatif, mais il me va comme ça. Oui, commandant, vous avez cherché à me joindre ? Il y a 2 femmes et 2 hommes, même si en vrai c'est plutôt une femme pour 5 hommes. De la grande ville au petit village, même si les maires sont essentiellement ruraux, bien répartis sur le territoire et d'âge aussi varié que possible, même si la moyenne réelle est plus élevée. Je cherche un peu. Je vois bien où est passé. Et enfin d'horizons politiques divers, mais de ça, nous ne parlerons pas. Mais en fait, c'est quand même eux qui... Oh merde, j'ai mis du crayon sur... Mais comment j'ai fait ça, moi ? À Durfort, petit village caché au bout d'une vallée de la Montagne Noire, quelque part entre Toulouse et Carcassonne, je vais retrouver Alain Malignon. Quand il ne travaille pas dans sa pharmacie, c'est un maire plein de ressources et intarissable sur l'histoire des lieux. Durfort n'a pas toujours existé ici. Avant, il était là-haut. Vous voyez les rochers là ? Et les gens donc, du vieux Durfort sont descendus ici. Ils ont commencé comme ça, à peu près au XVe siècle. C'est une vallée industrielle. Il y avait les moulins à blé et les moulins à cuivre. La richesse est venue de là. À l'époque, tout le monde faisait sa cuisine dans des chaudrons en cuivre. Et à un moment, il y a eu même jusqu'à 600 habitants. Ça, c'était jusqu'au XXe siècle. Après, ça a été remplacé par l'aluminium ou l'inox. 600 habitants. Et voilà. maintenant, il y en a combien ? Et maintenant, il y en a 270. À l'autre bout du pays et de la pyramide des populations, j'irai à Besançon, 120 000 habitants. À cette échelle, on ne compte plus à l'unité près, et encore moins à celle de la métropole, qui en rassemble 200 000. Pour Anne Vigneault, géographe de profession, c'est une évidence. Mais depuis qu'elle est maire de l'une et présidente de l'autre, elle doit quand même saluer tout le monde. Quand les gens viennent sur Besançon, souvent ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de Vauban, parfois de la capitale horlogère, pratiquement jamais pour la ville en elle-même. Nous avons plus de 280 monuments historiques. Il y a des éléments majeurs du XVIIIe siècle. Je la revendique, cette dimension romantique de la ville, et je pense qu'il faut qu'on la porte. À l'est de la région parisienne, c'est le jeune élu de Brie-sur-Marne, Charles Aslangulle, qui a bien voulu partager sa vie de maire. Sa robe d'avocat n'est pas loin, mais pour l'instant, il se consacre à ses 18 000 concitoyens. Je le rencontre un dimanche matin, dans son bureau, prêt à aller écouter leurs doléances. Et oui, alors heureusement, on ne travaille pas tous les dimanches, non, parce que sinon, ça serait... En tout cas, moi, je tiens à préserver au moins le dimanche, qui est vraiment sanctuarisé normalement. Mais une fois de temps en temps, puisque c'est le jour de marché à Brie-sur-Marne, comme dans beaucoup de villes, les élus et moi-même, on est présents pour écouter et entendre les habitants, leurs besoins, leurs doléances, se faire gueuler dessus un peu, parce que c'est aussi le rôle. C'est une mairie où moi j'ai forcément des beaux souvenirs, parce que à 19 ans, j'ai eu l'immense joie de marier ma mère avec mon beau-père dans le salon d'honneur, et ce salon d'honneur qui est aussi la salle du conseil municipal. Donc c'est les joies d'une commune comme ça, c'est pas une métropole,
J'ai reçu madame en mairie suite à la plantation de frênes là devant la mairie. Et ça, c'est très allergisant. Ça, c'est pas bien, ça. Je suis super mécontent. D'accord. Ce qui m'agace le plus, c'est qu'à chaque fois qu'ils allument quasiment, c'est un lundi. Et enfin, à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, une surprise m'attend. 2 maires pour le prix d'un. Derrière le bureau, Dorothée Paco, la nouvelle, qui a suspendu sa carrière de prof pour succéder à Yannick Morez, l'ancien, poussé à la démission en 2023 par une flambée de violence inédite. À l'origine des tensions, le projet d'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, un CADA. Comment vous expliquez la démission du maire Charlotte Dornelas? Et je lui redis toute notre solidarité. Ce projet, en fin de compte, qui était un projet de l'État, l'État là-dedans n'a strictement rien fait. Ils sont même jamais venus le présenter en fait à la population. C'est monté en épingle assez rapidement et on a eu, lors d'une manifestation quand même, 92 grenades lacrymogènes qui ont été tirées dans les Hauts-de-Saint-Brévin. Donc une ville comme la nôtre, c'est impressionnant, quoi. On avait voté une motion au conseil municipal pour soutenir le maire. Il y avait eu un article sur Internet, dans de la presse d'extrême droite, avec des commentaires haineux à mon encontre. Parce que, simplement, j'avais été le porte-voix de cette motion qui exprimait la position de tout le conseil. Et à chaque fois qu'on a voulu déposer plainte, la réponse que l'on avait, à la fois dans la gendarmerie et du sous-préfet, c'est la liberté d'expression. Avec ma première adjointe et mon adjointe aux affaires scolaires, on s'est retrouvés tous les trois en se disant on est abandonnés, on est tout seul. Voilà, c'est à nous de nous débrouiller. D'assumer tout ça. La chance que l'on avait, c'est qu'on avait une équipe qui était très soudée au niveau municipal jusqu'au jour de cet attentat. On ne s'attendait pas du tout à ça. Mais moi, j'avais envie de continuer, j'avais envie de ne pas me laisser faire. Simplement, les conjoints des élus sont également en première ligne. Ma femme a très mal supporté, en fin de compte, cet attentat. Mes enfants, quand ils voyaient toutes les menaces qui pesaient contre moi, ça leur faisait peur. J'avais demandé également une protection et la réponse de la gendarmerie, on va étudier cela. Ça n'a jamais eu lieu, quoi. Ils n'ont strictement rien fait. Donc j'ai pris la décision de démissionner. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin devant notre commission M. Yannick Morez. Alors, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, démissionnaire, mais on a entendu à la radio ce matin que le préfet local avait les plus hautes pressions pour ne pas accepter votre démission. J'ai tout fait pour que ça puisse changer, qu'on puisse comprendre un petit peu la difficulté d'exercer cette fonction de maire. Ça a libéré la parole. J'ai le souvenir d'une réunion, quelque temps après sa démission, il avait rassemblé les élus locaux du coin qui le soutenaient. Il y a eu un espèce de moment où la parole s'est libérée, où chacun a pu dire moi aussi j'ai eu des menaces de mort, ou j'ai eu des gens des fois qui arrivent extrêmement énervés pour des choses en plus qui dans le fond ne sont pas si graves. Ils vont faire remonter un problème, c'est pas réglé à la vitesse où ils souhaiteraient que ce soit réglé, et des fois c'est juste... que ça demande le problème en lui-même, demande réflexion et demande un petit peu de temps pour être étudié et être solutionné, ils vont arriver extrêmement mécontents en employant un vocabulaire qui n'est pas entendable et en déchargeant une agressivité. C'est des choses quand même qu'on voit plus, malgré tout. Ce qu'il a fait, ça a permis de se dire non, peut-être qu'il faut arrêter de repousser notre seuil de tolérance. Et même quelqu'un qui nous insulte, c'est un délit d'outrage, déjà, peut-être que si on le disait plus vite, on éviterait comme ça une escalade et une dégradation du climat général. Mais malgré tout, sur la vie d'un maire, c'est quand même pas quotidien du tout. Moi, je suis l'actuel maire de la commune, et Yannick, l'ancien maire, qui finalement n'avait jamais vu le... J'avais jamais vu le cadre. J'ai vu le début de la construction, et puis j'ai jamais vu la suite. Une fois que ça a été fait, il a ouvert, on a bien vu que le collectif n'a plus donné signe de vie, et donc la vie elle a retrouvé son cours. Dès que les personnes arrivent, Vélo pour tous leur donne un vélo. Il y a des Russes à une époque, non? Ouais, toujours. Toujours, ouais. Toujours, et c'est des médecins. Nos modalités d'accueil sont finalement très liées à l'actualité internationale. Complètement.
Le CADA accueille 40 jeunes, c'est 40 jeunes qui viennent dans nos établissements scolaires et effectivement, on a une population vieillissante, on ferme des classes. Là, ce sont des enfants qui permettent des fois le maintien de certaines classes. Et puis on parlait des médecins, il y a une neurologue qui vient d'arriver. Ça peut être aussi tout à fait bénéfique pour les habitants. Dans les flux d'informations, l'ouverture et le fonctionnement paisible du CADA de Saint-Brévin n'ont pas trouvé de place. C'est dommage, ça m'aurait rassuré de le savoir. Mais au contraire, à peine un mois plus tard, une nouvelle tempête médiatique met les maires au cœur de l'actualité. À Nanterre, des voitures renversées, en feu. Les événements violents qui suivent la mort de Nahel Merzouk touchent un grand nombre de communes, dont certaines qui ne s'y attendaient pas. Des maires, comme ici dans le Val d'Oise, ont dû se mettre en première ligne pour défendre leur hôtel de ville. Moi, je voyais ça aux informations comme tous les Français. Et en milieu de soirée, j'ai un appel du directeur de police municipale qui m'indique que des émeutes sont en train d'éclater à Brie-sur-Marne. Donc moi, j'étais au poste de police municipale et on coordonnait l'action de nos agents sur le terrain. Ils ont tiré au mortier sur la mairie. Ils ont tiré à tir tendu au mortier contre les agents, parce que moi j'ai tout de suite donné l'ordre aux agents d'aller au contact. Et ensuite ils sont allés dans le centre-ville, saccager l'épicerie du centre-ville. Voir des émeutes en France, malheureusement, ne m'a pas étonné. Là où j'ai été stupéfait, c'est de voir que ces émeutes n'ont pas touché que les quartiers dits difficiles. On n'a jamais eu de soucis de violence ici, et même chez nous ça a pété. Donc ça en dit très très long précisément sur l'état du pays. Et là oui, j'ai été très surpris, mais comme tout le monde objectivement. C'est pas moi qui le visais, c'est pas les agents de la ville de Brie-sur-Marne, c'est ce qu'on représente, donc c'est une forme de présence de l'État, de la puissance publique dans la commune. Et de voir des habitants, parce que pour certains, pas tous, mais ils venaient de ma commune, venir s'en prendre à la mairie, donc au maire, ils n'ont rien compris à ce que je suis. Moi, je suis à leur service. Je suis là pour qu'ils vivent bien, qu'ils aient en tout cas toutes les conditions pour avoir une vie heureuse. Juste après les émeutes, le président de la République, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais a convoqué les maires de France pour les interroger sur la situation du pays. Ça veut dire qu'en fait, on est dirigé par des gens qui soit font l'autruche, mettent la tête dans le sable, soit en réalité sont complètement déconnectés de la réalité. Quand je suis arrivé, je suis tombé de l'armoire du niveau d'agressivité, un niveau aussi de sursollicitation. La mairie traite 5000 sollicitations par mois. Les citoyens sont aussi devenus des consommateurs de services publics et ils considèrent qu'ils ont tous les droits. Et donc le maire, finalement, ce qui est vrai, est à leur service, mais avec un biais qui est complètement déformé au service plus. On est en France dans une sorte d'immense cocotte-minute. Rien n'est fait pour faire descendre la pression. Évidemment que ça recommencera. D'ailleurs, moi, la question n'est pas si. La question est quand. Quand est-ce qu'en France, ça va répéter? Et ça répétera, c'est évident. Un niveau historique de démission de maire. Comme quoi, être maire, c'est parfois compliqué quand même. Pas pour nous, mais pour d'autres peut-être. Violence contre les élus, c'est ce que tu as eu, non? Bon, ben là non plus, nous ici, il n'y a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais pour le moment, il n'y en a pas. Ici, on peut faire la visite. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire. Isaac, Saint-Amancé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Arfort, voilà. Moi, j'ai fait 5 mandats à la mairie. Pendant 31 ans, tu es maire. Tu sais très bien que tu as des contacts avec les gens et que tu as sorti des gens de situations un petit peu compliquées, pour ne pas dire autre chose. À partir du moment où je n'ai plus été maire, donc je n'avais plus de pouvoir d'eux, les gens ne me disaient plus bonjour. Tu fais pas ça pour une reconnaissance. Non, surtout mais parfois, tu peux être déçu, Et... vu l'énergie que ça t'a demandé. Si tu veux, autant dans les Yveron, tout le monde dit c'est bien ce que vous faites à Durfort, alors qu'ici, les gens ne trouvaient pas ça génial. Quoi. De toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu auras des gens qui t'encenseront et il y a des gens qui te critiqueront. Tu dois d'abord penser à ta commune. Si tu as permis que des projets avancent, c'est une satisfaction énorme. Donc après, le reste, et du reste, on s'en fout. Il ne faut jamais faire le mandat de tout. Ça, je suis d'accord. Puis tant que c'est un plaisir, ça va. Voilà, au bout d'un moment, si tu vas une contrainte, c'est bon, ça veut dire qu'il faut arrêter. Bon, donc même quand ça va bien, ça ne va pas totalement bien quand même. Je ne sais pas vous, mais moi, maire, à ce stade, ça ne me tente pas trop. Ça va peut-être s'arranger, mais pas dans l'immédiat, car il faut d'abord parler d'économie. Et là encore, le tableau n'est pas idyllique. À Durfort, Alain Malignon fait tout son possible pour dynamiser le village.
Les vents contraires sont puissants, mais il tient bon. À l'entrée du village, il y a une usine qui emploie entre 70 et 80 personnes, donc il reversait une somme importante à la commune. Il y a 4 ou 5 ans, l'usine a demandé à avoir une ristourne au niveau de la taxe foncière des entreprises. Donc elle a eu gain de cause, et rien à faire, c'était des décisions comme ça, et il faut accepter. Avec tout ça, ça n'a pas été payé? Non. Elle a eu quand même 30% de baisse sur notre prévisionnel. Heureusement que les banques nous ont soutenus. Pendant une année, on a serré la vis, et puis ensuite, l'année suivante, notre budget a été étudié avec cette baisse de revenus. Pourriez-vous nous dire? J'étais absolument contre le fait de supprimer la taxe d'habitation. Ils avaient dit qu'ils allaient compenser, mais on voit que c'est en train de diminuer progressivement. Donc il faut trouver l'argent autre part. Puisqu'il y a de moins en moins de gens qui viennent à Durfort pour acheter donc, des objets en cuivre ou des jetons, etc. Donc c'est dit, il faut trouver de nouvelles activités, de nouvelles attractivités. Donc il y a eu la première Malavia Ferrata, d'un tourisme nature, on va dire. Et en même temps, ça a permis donc, à ce café donc, qui est en train de péricliter de donner un nouveau coup de pouce. Ce bâtiment, donc, il y a 4 ou 5 ans, dont la commune a décidé de l'acheter. Il y a eu un appel d'offres et là, nous avons une nouvelle personne qui devrait arriver, un couple donc vers le 10 de ce mois-ci. Celui-ci, là, ça a permis donc, à un coutelier de s'installer ici parce qu'on lui octroie un loyer de 50 € par mois. Le loyer n'est pas cher. Dans le village, il y avait beaucoup de garages qui n'étaient pas très jolis et donc on a fait appel aux artistes pour les décorer. Les indemnités des adjoints juillet et août ne sont pas perçues par les intéressés, mais réservées à une activité soit culturelle, soit l'embellissement du village. Moi, je ne perçois aucune indemnité durant l'année qui peut servir à financer une fresque ou une statue ou autre chose dans le village. On est content, par exemple, parce qu'il y a des communes voisines qui sont venues me demander quels étaient les artistes qui avaient fait les peintures murales. Donc je me dis quand même, finalement, au début on a été critiqué, mais on fait des émules. Et ça c'est bien. Pareil, le parcours thématique, il y a des gens qui ont dit maintenant, ah, on m'appelle. Merci beaucoup. Ok. Voilà, c'est une personne qui cherche une maison à louer. Bon, tu fais agent immobilier aussi? Voilà, on fait tout. La première fois où je suis venu ici au service, c'était parce que le serveur, on va dire, était à l'école, donc il ne pouvait pas venir. Quand c'est possible, je vais les aider. C'était un magasin où on vendait le cuivre, donc il n'y avait rien du tout qui était fait au niveau restauration. Puis on a trouvé que l'emplacement était bien, c'est à l'entrée du village. C'est le restaurateur qui a financé la cuisine, donc lui aussi, c'est 50 € par mois, jusqu'au remboursement de la cuisine. Il ne fait pas ça, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité et surtout on se rend compte que le restaurant finalement est aussi responsable de la réputation du village. Il y a beaucoup de gens qui viennent passer d'une restauration de qualité à des prix corrects. D'accord, merci, à vous aussi. Maintenant, on va un petit peu calmer notre ardeur à ce niveau-là. Pourquoi? Mais parce que financièrement, quand même, tout ceci a un coût et donc il faut du temps, il faut quand même rembourser donc, tous les achats de ces locaux. Quoi. Bon, moi, j'aimerais bien en acheter d'autres, mais je pense que je ne sais pas si le conseil municipal va être d'accord. On verra l'an prochain. Pour l'instant, les choses sont simples. Si on n'a pas de budget, on s'en passe, et si on peut financer quelques actions soi-même, on le fait de bon cœur. Mais la méthode trouve assez vite ses limites. À Besançon, par exemple, les besoins dépassent très largement les indemnités des élus. Et pour compliquer les choses, si le tissu économique et social a besoin du soutien des maires, l'inverse est vrai aussi. Ce matin, Anne Vigneault assiste à l'assemblée générale d'une blanchisserie solidaire qui vient d'acquérir de nouveaux locaux avec l'aide de la mairie. Quand on amène des subventions, on se pose toujours la question de savoir si on participe dans le bon sens ou si on risquerait finalement d'entraîner tout le monde dans un risque qui ne serait pas bien calculé. Donc, tout le travail. Quand une association comme la Blanchisserie du Refuge m'invite à aller à son AG, j'y vais parce qu'ils sont acteurs d'une politique que nous avons voulu introduire pour la protection de nos enfants, comme par exemple la mise en place de couches lavables. Et c'est eux qui non seulement les produisent, les cousent, etc.,
mais c'est eux aussi qui viennent les rechercher, qui les lavent, qui les redistribuent, etc. Mais surtout, elle fait travailler des personnes qui sont très loin en matière d'emploi. Les politiques de la ville ne peuvent pas tout faire et on a besoin de ces structures pour jouer ce rôle-là. Moi, je suis inquiète. J'espère que ça va bien se passer, leurs nouveaux locaux, là, parce qu'ils ont vu grand, ils sont très fragiles. Moi, je trouve qu'ils ont pris un risque financier considérable. Au niveau européen, ils sont en train de baisser les subventions de façon extrêmement violente. Mes services sont venus me voir en me disant il faut qu'on fasse des économies, est-ce qu'on continue? On a dit oui, on continue, mais tu vois, c'est pas nous qui allons changer les choses. Et puis le RSA, a priori, il devrait augmenter. Mais en réalité, aujourd'hui, il est en train de diminuer pour des raisons que je ne m'explique pas. Donc on est tous coincés au niveau budgétaire. Nous, on a pris la garantie d'emprunt quand même. S'ils n'arrivent plus à rembourser, c'est nous qui remboursons. 1,5 million, je crois, quelque chose comme ça. Mais s'il n'y a pas ces garanties d'emprunt, les banques ne suivent pas, parce qu'aujourd'hui, les banques, elles suivent que quand elles auront des garanties partout. C'est compliqué, c'est des gens qui font un travail social qui est fondamental, avec des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont dans des très grandes précarités, etc. Si vous leur dites, on ne fait pas, ça veut dire que nous, on va se retrouver avec toute une population qui est compliquée. Et mon deuxième bureau, c'est le bureau du Grand Besançon. C'est vraiment... allez-y, installez-vous, je vous en prie. C'est juste... Quand la CPAM, du coup, fait son enquête auprès des lycéens et que parmi toutes les préoccupations, la première, c'est santé mentale, c'est quelque chose de nouveau. Il faut qu'on regarde comment on peut accompagner. On a des réductions de moyens au moment où on devrait avoir une accélération, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui souffrent. On voit des produits qui arrivent de plus en plus nombreux sur le territoire. De la cocaïne pas chère. On a bientôt des Lidl cocaïne. C'est dramatique. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à faire une politique sur la question de l'addiction importante aussi. Ah ben on peut. Faudrait qu'on estime combien. Ce matin, j'étais en réunion avec le préfet sur ce qu'on appelle les politiques de la ville, les quartiers prioritaires. Et l'État nous a poussé en nous disant que ça serait bien de signer des conventions sur 3 ans pour que les structures, les associations, etc., ils aient une visibilité. Moi, je ne peux pas vous dire que pendant 3 ans, je vais pouvoir assurer que ces actions aient lieu. Pas parce que nous, on diminuerait nos enveloppes, mais parce que les autres partenaires sont en train de diminuer les enveloppes, les gens sont en train de venir me taper à la porte. Est-ce que vous pouvez compenser ce que les autres ne donnent plus? Et j'ai dit là, très clairement, il va falloir que peut-être on redimensionne nos actions et il faut l'entendre, quoi. Passer une journée avec Anne Vigneault, ça peut être un peu désespérant. La crise des moyens n'est pas une catastrophe brutale comme je l'avais imaginé, mais une lente érosion qui s'immisce partout. Elle génère ses propres problèmes, en plus d'empêcher la résolution de ceux d'origine. Et comme aucun sujet n'échappe à l'économie, ça ne doit pas être simple d'être sans cesse convoité pour ses capacités de financement. Bon, avec sa double casquette de maire et de présidente de la métropole, il faut dire qu'elle les accumule aussi un peu, les sujets, Anne Vigneault. C'est franchement des fonctions différentes et c'est surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes compétences. Les communes, on est sur des compétences en matière d'éducation, par exemple, alors que sur l'intercommunalité, on a là la responsabilité du transport en commun, donc de tout ce qui est mobilité, sur l'énergie, la collecte des déchets. Voilà, on a des compétences qui sont très dissociées, mais qui concernent les deux, parce que les compétences du Grand Besançon s'appliquent sur toutes les communes, y compris la ville de Besançon. Les maires, du coup, ont vu des compétences venir au niveau du Grand Besançon.
Ça a été perçu par un certain nombre de maires comme étant effectivement une perte de contrôle, entre guillemets, de ce qu'ils pouvaient proposer sur leur commune. Cependant, les élus, maintenant au bout de quelques années d'expérience, se rendent compte que la force, la puissance, en particulier des services que peuvent représenter une intercommunalité, leur permet d'avancer beaucoup plus vite sur leurs projets, sur le territoire. Donc c'est aussi une réponse à la solitude du maire face à des responsabilités et des technicités importantes. La ville de Brie fait partie d'une intercommunalité, fait partie d'un département, le Val-de-Marne, fait partie de la métropole du Grand Paris, fait partie du conseil, enfin de la région Île-de-France, et puis évidemment avec les liens de l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Même nous, on s'y perd. Mais pardon, les habitants de Brie-sur-Marne n'ont pas voté pour Monsieur le Président de l'Interco. Ils n'ont pas voté pour les vice-présidents de l'Interco. Pourtant, c'est ces gens-là qui vont décider pour les habitants de Brie-sur-Marne. C'est un scandale démocratique. Et en fait, comme il y a 2 boulangeries à Brie-sur-Marne, et celle-ci, il y en a une autre qui est devant, moi j'alterne un jour sur 2. Le maire fait la queue, il n'a pas de prérogative. Non. J'allais dire même au contraire, parce que si vous êtes maire et que vous passez devant tout le monde, c'est que vous n'avez rien compris à la situation. On a eu suspicion d'amiante. S'il y a de l'amiante, on double le prix du tapis. Est-ce qu'on peut se permettre cette année d'engager les 628 000 alors qu'on avait que 500 000 de budgétés? Les villes sont tenues par les marchés publics. Sur le principe, c'est extrêmement sain, évidemment, parce qu'il faut que tout soit cadré pour éviter évidemment des abus. Mais l'abus a été complètement inversé et donc vous avez un système qui profite plutôt aux entreprises qu'aux collectivités publiques parce qu'on est tenu d'acheter sur le catalogue prévu par les dites entreprises et on ne peut pas s'en affranchir. Si je compare à quel prix on achète les stylos en mairie, le même stylo que j'irais acheter moi chez l'épicier du coin ou le revendeur du coin, je le paierais 3 fois moins cher. Et donc, les conséquences? C'est moi, État, qui te dis à toi, maire de Brie, tes charges vont augmenter, mais donc tes recettes, elles, vont stagner, geler, voire même pour certaines, en l'occurrence la dotation de l'État, diminuer, et t'es gentil, mais tu vas équilibrer ton budget, et à l'euro près. Alors que moi, État, je suis en déficit chronique et en déficit majeur. On pointe du doigt celui qui endette le moins, puisque la dette nationale, les collectivités doivent peser à peu près à 9% dans cette dette-là, qui remettent en cause justement les structures administratives sur lesquelles ils devraient être en train de bâtir le nouveau modèle. Il y a une crise démocratique profonde. Les Gilets jaunes, ça a été une première très grosse alerte. Ce sentiment d'éloignement entre les décideurs et les citoyens s'est accentué. Et donc le fait que monsieur le maire, madame le maire, c'est-à-dire les élus du quotidien des Français, n'aient plus les manettes totalement, accentue la crise démocratique. Donc, ne serait-ce que pour ce sujet-là, je pense qu'il faut rendre le pouvoir au maire. Je n'aime pas quand c'est trop le foutoir, donc je vais juste remettre là les choses à leur place. Si les maires n'ont plus de pouvoir, il semble tout de même leur rester celui d'investir sur les sujets qui leur tiennent à cœur. En fait, on va passer par là, parce qu'il y a la voiture qui est ici. Donc si vous demandez, on y va direct. Vous allez bien, ça va? Félicitations à notre police. Sous l'aimable pression de ses concitoyens, Charles Aslanguel a financé le renouveau de son poste de police municipale. Ce jour-là, il fait les honneurs de son arsenal tout neuf au sous-préfet et au commissaire de police du département. L'État, qui fait tant d'économies sur le sujet que ça finit par se voir, n'a pas l'air de prendre ombrage de la concurrence. Attention pour les couleurs. Bien, merci. Mesdames, Messieurs, vous remercie évidemment pour votre engagement au quotidien, au service d'abord de la quiétude à Brie-sur-Marne et aussi parce que c'est lié de la sécurité des habitants. On est la seule police municipale qui travaille la nuit, mais comment dirais-je, qui a une présence effective sur le terrain. On n'a pas une astreinte, voilà, c'est vraiment une présence une patrouille, continue de patrouille sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au-delà de minuit, si on n'a pas notre bac, ça fait 6 pour couvrir 4 communes. Donc c'est vrai que l'appui des polices municipales, pour nous, est vraiment très utile. Quand on est arrivé, il y avait une trentaine de caméras. Et là, il y en a plus de 90. Quoi qu'il arrive, les auteurs passeront sous nos caméras. Le poste
On espère ne jamais avoir besoin d'en arriver là, mais c'est très dissuasif. C'est très dissuasif. La législation sur le chien, elle reste encore assez floue. Donc on peut l'utiliser un peu à bon escient, rien que pour dissuader, ou même ne serait-ce que repousser sans que le chien frappe. La police nationale étant hiérarchiquement supérieure à la police municipale, le risque doit être grand de se voir aspiré par ces manques et de délaisser les autres volets des missions de la mairie, comme la prévention. Pour ne pas se faire manger dans ce jeu du chat et de la souris budgétaire, il faut être sacrément bien affûté. Je tâcherai de m'en souvenir. Parmi les sujets sur lesquels l'État peine à trouver des solutions, il en est un de taille, celui de la santé. Sur la commune, on a des milliers de personnes qui n'ont plus de médecin traitant. Ce n'est pas la compétence de la mairie, pas du tout. Mais à un moment donné, on était face à une situation où ça devenait la préoccupation numéro 1 des gens. C'est-à-dire que quand j'ai été élue, des gens qui me disaient comment je fais, j'ai pas de médecin traitant, j'ai tel problème de santé, j'ai des enfants en bas âge, comment je fais? Du coup, les gens sont allés frapper à la porte des fois des communes voisines, mais qui sont face à la même problématique. Et donc, c'est ce qui nous a conduit, nous, à créer un centre municipal de santé sur la commune. Moi, étant médecin libéral, tous mes confrères étaient comme moi. En fait, on était débordés, on ne pouvait pas prendre davantage de patients. D'où l'idée de créer un cabinet. Et puis, comme on savait qu'on n'allait pas trouver de médecins libéraux pour s'installer, pourquoi pas salarier des médecins. On a salarié au départ 1 médecin, 2 médecins, 3 médecins. Et là, cette année, on a voté au budget le recrutement d'un 6e médecin. On a quand même beaucoup de difficultés à les trouver. On ne croule pas sous les candidatures. Mais parce qu'il y a aujourd'hui des médecins qui veulent travailler différemment d'avant. Être seul, c'est compliqué. Ce qu'ils veulent beaucoup, c'est travailler ensemble. Et nous, ce qu'on leur offre, c'est ce côté collégial, en fait. Ils sont à 35 heures, ils n'ont pas à gérer tout l'administratif. Nous avons recruté 2 secrétaires. Certains font ce choix. Le médecin traitant des patients du centre, c'est le centre municipal de santé, avec un tiers payant quasiment systématique. Les honoraires sont directement versés au niveau de la municipalité. Alors, on a un budget annexe centre municipal de santé qui est très légèrement compensé par le budget général, mais vraiment il est pas loin de l'équilibre en fait. Aujourd'hui, on a un centre municipal qui soigne pas loin de 4000 patients. Donc oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, on ne vous arrête plus dans la rue pour vous dire qu'il y a un problème de médecin? Si, encore, parce qu'il y a 2000 personnes en liste d'attente sur le centre municipal de santé. Au cas où résoudre les problèmes d'aujourd'hui ne suffirait pas à occuper les maires, ils doivent aussi régler ceux d'hier et de demain. À Saint-Brévin, ils se matérialisent à quelques mètres les uns des autres sur la rive de l'estuaire. Alors ici, on est sur la Loire à vélo, qui est un itinéraire cyclable très important, touristiquement. Et sous la belle colline verte, là, ce sont des déchets. C'était une décharge communale. Tous les habitants de Saint-Brévin et du territoire alentour sont venus déposer leurs déchets ici. Et donc, voilà, à un moment donné, ouverture de la déchetterie, on a encapsulé ça dans de la terre végétale, la végétation a poussé. Sauf qu'avec l'érosion, la mer a grignoté et on a vu du relargage de déchets à la mer. On a eu des travaux d'urgence qui ont été faits, 175 000 €. Et maintenant, on sait qu'il faut absolument trouver une solution par rapport à cette décharge. Donc il y a une étude qui va être menée pour savoir la quantité de déchets, leur état de décomposition et surtout l'interaction avec le milieu. C'est un héritage qui est pas... qui est un peu lourd à porter, mais en même temps, on ne porte pas de jugement. C'est là, il faut savoir ce qu'on va en faire. Donc là, c'est quand même une étude qui va durer 1 an et demi, 2 ans. Et derrière, il y aura différents scénarios qui seront proposés de dépollution, avec évidemment des coûts derrière et des subventions, parce que ce n'est pas possible aussi de porter ça tout seul, ça c'est certain. La commune, elle est vraiment tout en long. On a 8 km de bord de mer et on a 2 km de rive d'estuaire. Ici, on a un mur de défense de côte, avec en pied de mur des enrochements, qui nous protègent contre les attaques de la mer tout simplement. Et en fait, avec les tempêtes de fin 2023, ce mur il a été fissuré à plusieurs endroits. Et le couronnement, qui est la partie supérieure du mur, s'est carrément décroché. Et donc, voilà, la réhausse a été faite. 350 000 €, gros travaux et chers travaux. Mais c'est des financements à aller chercher parce qu'on est sur quand même des sommes qui sont importantes. Pour l'instant, on a réhabilité seulement 200 mètres. On prend des décisions, donc il faut se projeter. Il y a des gens qui me disent pourquoi pas 2100. Alors c'est vrai qu'il faut bien s'arrêter à une échéance. 2050, oui.
Mais est-ce que ça a vraiment du sens de se projeter aussi loin que 2100? Qu'est-ce qu'on sait ou, voilà, c'est très très compliqué. Prendre des décisions qui affecteront une population qui n'est même pas encore née, c'est une sacrée responsabilité. Responsabilité. Voilà un mot qui peut faire peur et tenir à l'écart des mairies. Mais est-ce qu'une fois élu, on y pense tant que ça finalement? Allô Baudouin, c'est ce soir, le mardi des rives, l'orage qu'ils annoncent. Vous avez regardé pour savoir comment on s'organise? Des fois, on est sur notre prestation météo et on prend une décision une demi-heure avant, quoi. Parce que jusqu'au bout, on s'est dit non, mais l'événement aura lieu et puis voilà. On a eu des événements extrêmement graves. Donc on va éviter d'avoir un jour un accident mortel. La préfecture nous met à 80 km/h, sauf qu'on a des arbres qui sont fragiles, donc on s'est donné, nous, comme seuil, 70 km/h. Ça, c'est votre responsabilité. Ça, alors là, direct, hein, ça c'est... Là, c'est même pas, il n'y a même pas photo. Parfois, les maires considèrent qu'on ne leur donne plus la vraie capacité d'agir, mais par contre, on vient toujours les chercher pour les responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Oui. Vous signez sans lire. Si, en fait, en réalité, il y a tout un process, heureusement, parce que sinon, d'abord, ça ne serait pas tenable pour nous, et ça serait dangereux même d'un point de vue de la sécurité juridique. Il faut respecter 1001 normes, et en plus, dans ces normes-là, il y en a certaines qui viennent faire peser sur vos épaules une responsabilité qui n'est pas très agréable, en disant, si là, l'un des vôtres, de vos entourages, faute, c'est pour vous. On ne peut pas tout prévoir tout le temps, et pourtant, la responsabilité pénale, elle demeure. Voilà, donc, il faut apprendre à vivre avec cette responsabilité permanente. Ouais. Il faut faire en face. Mais ça, on le sait d'emblée, dès qu'on a signé. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir ou qui me prend la tête. Voilà. Il ne faut pas se faire demander ça avant que n'arrive la chose. Normalement, tout se passe bien. Et donc, pourquoi penser toujours au pire? On a des responsabilités, mais on voit au moment. Qu'est-ce qu'on répond aux villageois qui nous sollicitent, qui nous appellent, au sujet des gens du voyage qui s'installent? Et c'est toujours pareil, ils ne savent pas depuis que... Mais c'est toujours pareil, mais qu'on ait une réponse un peu harmonieuse entre nous, quoi. Moi, j'y suis allé, moi. Oui, je sais qu'ils n'étaient pas contents, que tu étais assez mal comporté. C'est ce que je mal voulais dire. comporté, Ah si, tu leur as dit... Oui, mais quand même, ne pas oublier que tu représentes la commune et tu les as traités de voleurs, effectivement. Tu leur as dit que tu allais leur couper les câbles et tout ça. Couper les câbles. Oui, mais que tu penses quelque chose à ton nom propre, mais pas au niveau de la commune. Je trouve que c'est pas très bien. Les gens du village râlent inconsidérément, enfin quand c'est juste pour 2 semaines, qu'il n'y a pas eu de nuisance grave et que le parking continue à fonctionner... On en a eu quand ils sont partis, ils ont laissé la machine à laver, je te parle de ceux-là. Ils ont laissé les poubelles. Je te parle de ceux-là. Non, mais ceux-là, tu ne sais pas. Tant qu'ils ne sont pas partis, tu ne sais pas comment ils sont. Mais il suffit de leur parler normalement. Ah, Ce que tu n'as pas fait. Ce que tu n'as pas fait. Non, parce que ça m'exaspère. Élu, je serai donc aussi responsable de l'éthique, des valeurs de la République, si on voulait le dire avec des mots plus solennels. Ce n'est pas une responsabilité qui peut conduire en prison comme les autres, mais par les temps qui courent, elle n'en est pas moins importante. Donc nous voici sur le site de Malamort. Une des premières usines électriques de France, elle a été construite en 1900. Et donc, pour construire cette usine électrique, il a fallu construire un micro-barrage. Donc des passerelles pour la construction de ce micro-barrage. Pendant très longtemps, tout le monde venait se balader sur ces passerelles, qui étaient en bois, qui bougeaient un petit peu. Et ces passerelles ont été détruites dans les années 80. Et l'idée que nous avons eue, c'est de les remettre en état pour que de nouveaux touristes puissent venir. Pour faire quelque chose un peu plus impressionnant, les concepteurs ont décidé de faire une passerelle himalayenne de 27 mètres qui va traverser toute la vallée. C'est une passerelle avec des câbles très étroites et qui bouge un peu. Quand on est à la mairie, on n'a plus de pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir faire quelque chose.
Ces idées-là, si tu n'étais pas maire, tu peux toujours te brosser pour faire la Via Ferrata. Et les passerelles, pareil, et l'achat du restaurant et du café. Je veux dire, en tant même que simple adjoint, tu ne peux pas faire grand-chose. Ce serait bien de l'agrandir. Et puis faire passer quelque chose au-dessus de l'eau. J'ai l'impression que si les candidats portent des projets, une fois élus, ce sont les projets qui les portent. Une sorte de magie de l'élection. Bon, mes lunettes sont sans doute devenues un peu trop roses, mais il y a peut-être un peu de ça quand même. En tout cas, toutes et tous en ont. Des passerelles qui bougent aux bâtiments à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, ils disent toujours quelque chose de nos maires et de leurs engagements. Pour Charles Aslangul, il s'agissait de sauver des griffes des promoteurs les vénérables studios de cinéma implantés sur sa commune depuis les années 70. Ça, c'est une des 3 menuiseries de Brie-sur-Marne. Celle-là fait 1200 mètres carrés. On construit et on préinstalle des décors. Une journée comme aujourd'hui, il doit y avoir 500-600 personnes sur le site. À partir de 2027, quand on aura peut-être tout terminé, il y aura jusqu'à 1500 personnes. Il y a une mobilisation qui remonte à il y a un peu plus de 10 ans. Vous aviez à l'époque des promoteurs qui avaient des velléités sur ces 12 hectares en se disant voilà, on est aux portes de Paris, il va y avoir le Grand Paris bientôt, donc c'est une manne financière. En mairie de Brie-sur-Marne, on a eu des propositions et des avant-projets allant jusqu'à 4000 logements. La loi SRU nous dit qu'il faut 25% de logements sociaux. Heureusement ici, les habitants sont opposés à tout cela. Ils vont élire un maire ou une maire qui, elle, s'engage à se battre contre la densification, la bétonisation. Depuis 2020, je n'ai eu de cesse que de mettre des fins de non-recevoir aux promoteurs. Notre projet, c'est d'abord de sauver les studios et ensuite de les développer, parce qu'il y a un besoin en France de lieux de tournage. Donc c'est un projet, si vous voulez, en tant que maire, qui est assez incroyable, parce que mon quotidien, ça va être de gérer très souvent les écoles. Si je caricature un peu les crottes de chiens, bon voilà, c'est le quotidien d'un maire. Et j'ai aussi eu à gérer un projet qui allait jusqu'à, disons, entre 150 et 200 millions d'euros d'investissement et qui a une vocation de souveraineté nationale dans le domaine culturel. Donc vous voyez bien que le quotidien d'un maire est assez fou à cet égard. Parfois, les maires ne sont pas à l'origine des projets qu'ils doivent porter, mais il peut arriver qu'ils y trouvent un intérêt qui transcende leur ego. Comme Anne Vigneault, avec la bibliothèque qui prendra bientôt place au centre d'un nouveau quartier, à 2 pas de la mairie de Besançon. C'est un bâtiment qui va être unique et dans son concept, dans sa forme et dans ses coûts, parce que c'est très rare qu'on mette autant de moyens sur un équipement comme celui-ci. J'espère bien qu'on va traverser les tempêtes financières et économiques du moment pour se dire que l'avenir, c'est une société qui s'ouvre à la culture avec des lieux de formation, des lieux où les gens se construisent, s'émancipent. Ce que j'ai réussi à faire et ce dont je suis fière, c'est débloquer une situation et de faire en sorte que, enfin, on puisse avancer sur l'ensemble du projet. Un dossier comme celui-ci, ça dépasse toujours un mandat. C'est pour ça qu'un élu, quand il fait un seul mandat, ça lui développe une forme de grande frustration parce qu'il amorce des projets pour l'avenir et c'est formidable, ça fait plaisir. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'il verra peut-être jamais se réaliser parce que des fois, ça met 20 ans. Oui, on a des choses à dire et on y tient. J'avais travaillé toute ma vie sur la relation qu'il y a entre la société et son environnement dans un laboratoire CNRS. Donc je me suis dit, je suis été engagée dans la recherche et si finalement j'étais parmi les décideurs et que ça me permettait d'aller plus loin. Moi, je suis toujours pour des propositions très concrètes et ça m'en a donné l'occasion. Du coup, je suis en retard là. Hein. Donc c'est pas que la grande bibliothèque, c'est la grande bibliothèque au sein de Saint-Jacques. Déjà rien que le titre, je vous le dis, ça me chagrine un tout petit peu, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas tout compris. C'est les étapes de vie aussi. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que j'avais envie au niveau professionnel. J'ai ma vie personnelle, mon garçon qui est grand et qui a plus besoin de sa mère. Je peux me donner beaucoup de temps à la vie politique. Bonjour, comment tu vas? Bien. Tu repars ou tu viens? Je viens. Ah ben super. Donc on se voit tout de suite? Oui. Ouais, génial. Je suis bien heureuse de vous rencontrer déjà, c'est la première chose. On a une société qui a trop longtemps montré que la femme, elle devait rester dans des niveaux décisionnels qui les met
derrière l'image masculine. Et elles sont imprégnées encore de ça. C'est vraiment très très fort. Aujourd'hui, là, par exemple, quand il est question de constituer la future liste, j'ai essentiellement des hommes qui viennent me voir. J'ai plein de femmes qui sont formidables et du coup avec qui je discute, mais elles n'ont pas cette espèce de spontanéité à dire bon, allez, je viens te voir, je fais partie de ton équipe. J'ai mesuré au début du mandat combien c'était important qu'on puisse démontrer que tous les postes d'exécutifs sont accessibles réellement et que ça ouvre des perspectives pour les femmes. Il y a trop de femmes encore qui l'interdisent. J'ai été prof pendant 22 ans en tout. Et j'ai une chance, je suis quand même fonctionnaire, donc je ne perds pas mon travail. Je veux dire, je connais des maires qui sont dans le secteur privé, qui eux se reposent la question là de se dire, est-ce que je me représente pour 6 ans, à l'issue du mandat, j'aurai peut-être 55 ou 60 ans pour retrouver un emploi. Je dirais qu'il faut être sûr que sa vie personnelle et professionnelle soit compatible. Pour moi, c'est ça. Sinon, il n'y a pas d'histoire de je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas être capable. Si, pour moi, si on est motivé, de bonne volonté et curieux, tout le monde peut devenir un élu. C'est souhaitable d'ailleurs. Ça nous fait évoluer beaucoup, je trouve. Là, on voit bien que le cimetière ne peut pas s'étendre parce qu'on est en plein cœur de la ville. Il faut loger les vivants et les morts aussi. Et la mort fait partie de la vie, ça nous concerne tous. Et effectivement, c'est une des prérogatives obligatoires et essentielles des communes. Il faut un nouveau cimetière. C'est un vrai projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme cimetière ? Donc, au début, on était parti sur un cimetière déjà paysager parce que les élus autour de la table, on voulait un espace verdoyant. Et puis ensuite, on a poursuivi la réflexion, on est venu sur le cimetière naturel en se disant et pourquoi pas aller jusque-là. Ça nous a fait mettre le doigt sur tous ces enjeux justement de coût, de conviction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot naturel ? Donc le côté d'être inhumé dans un cercueil non traité, voire un cercueil en carton, jusqu'à des soins de conservation extrêmement minimum et d'enterrer vraiment la personne dans la terre sans cercueil. C'est vraiment un changement de pratique. C'est là qu'on se rend compte à quel point le cimetière c'est cristallisant. Je me rappelle d'une dame, la tombe de son mari était sous un pin et il y avait des déjections d'oiseaux, etc. Et donc elle voulait qu'on coupe l'arbre ou qu'on déplace son mari. C'était plus possible parce qu'avec l'âge, ça devenait de plus en plus difficile pour elle de nettoyer la tombe. On a essayé de lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas couper l'arbre, comment les oiseaux nichaient là. Enfin voilà, c'est complexe, quoi. Donc là, on a 3 parcelles qui font environ 15 000 m². Ce serait potentiellement le terrain pour le nouveau cimetière, oui. Sauf qu'il y a un problème hydrogéologique. C'est ça, il y a un problème hydrogéologique. Qui pourrait nous empêcher d'aller vers un cimetière naturel, en fait. Mais c'est vrai que nous, les élus, on n'a pas encore fait le deuil de notre idée de cimetière naturel. C'est un besoin que vous anticipez, c'est pas une demande qu'on vous a fait. Non, c'est pas une demande. Pour moi, les élus, ils doivent... On n'est pas juste là toujours pour répondre aux besoins de la population, on doit aussi être en anticipation. Qu'ils satisfassent des besoins ou bousculent des habitudes, ces projets ont en commun d'être indissociables de leur territoire, comme celles et ceux qui les portent. C'est le primaire, et de l'autre côté de la grille, vous passiez au collège. Et donc j'ai été ici en primaire, et quand je suis passé au collège en 6e, hop, de l'autre côté de la grille. C'est assez émouvant, ouais. Petit garçon que j'ai été, et puis là, je reviens ici avec vous. Ouais. Ça fait drôle. Je tenais vraiment à être ici pour vous parler, parce que ça illustre le parcours qu'est le mien, et je crois de beaucoup d'homologues. Voilà, je suis un enraciné, l'enfant de Brie, et ça, j'adore ça. Vous avez plein d'habitants qui ne m'appellent pas monsieur le maire, hein. Ils me croisent Charles. Personne ne m'a forcé de devenir maire, une fois encore, hein. Je suis très heureux de servir ma population, mais vous donnez tant d'énergie qui implique tant de sacrifices. Tant de sacrifices, parce que 13 à 15 heures de travail par jour, ça veut dire pas être toujours présent, voilà, à la maison, auprès de son épouse, auprès de ses enfants si vous en avez. Donc voilà, ce sont des sacrifices pour en plus avoir des gens qui vous menacent physiquement, voire même qui vous agressent pour certains homologues. 2 fois en 5 ans, j'ai failli arrêter. En me disant, voilà, je suis jeune, je suis avocat de formation,
Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt, si je regarde que mon intérêt propre et celui de ma famille, à tout plaquer et à repartir dans une structure d'avocat dans laquelle je travaillais juste avant d'être élu, et puis voilà, d'être loin de tout ça. Et dans le même temps, ça se récapituler. Mon rôle, c'est aussi d'être le réceptacle de tout cela et de continuer à agir pour le bien commun. Parce que si même nous on part, alors là, il n'y a plus rien, quoi, tout s'effondre. Il y a ici l'ancien lavoir. Dans les années 50, quand ma grand-mère était mère, elle s'est dit c'est pas possible que les femmes soient à genoux en train de laver le linge. Donc elle avait fait un autre lavoir qui était à hauteur de main et qui permettait de ne pas se fatiguer autant. Ah ben il triche, oh là 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 là. Et Vanessa, comme je sais que tu t'impliques beaucoup dans le village, je me dis, est-ce que tu serais intéressée pour l'an prochain faire partie du conseil municipal? C'est pas du tout, c'est pas que tu réfléchis. Voilà, voilà. Je réfléchis. Voilà, parce que donc, on a besoin de dames parce qu'il y a la parité maintenant. Et puis je trouve que comme quand même tu t'impliques pas mal, je pense que c'est une bonne recrue. Il y a un conseil municipal par mois, il y a de belles choses encore à réaliser. Et donc voilà, donc je me dis tiens, why not? Ça manque de volontaires? C'est un peu compliqué parce que les gens, soit ils ont peur, soit ils se disent ah, on n'aura pas le temps, etc. Alors que finalement, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est plutôt une question d'envie. Ça fait 1 an que je suis ici. Ça fait plaisir de savoir voilà, que je fais partie du village finalement. C'est-à-dire autant envie ou pas de faire quelque chose pour ton village. Donc après, autant envie. Et à ce moment-là, tu fonces, ou tu n'as pas envie ou peu, et donc tu te caches derrière plein de prétextes ou de futilités. Quoi. Quelle idée! Je n'avais pas l'intention de me défiler. Je suis prêt à faire quelque chose pour mon village. Le problème, c'est que j'habite en ville. Et là, les choses ne sont pas aussi simples. Mais qu'importe, j'ai bien entendu. Ce qui compte, ce qui permet d'affronter les 1001 embûches du quotidien, les violences quand il y en a, les budgets en baisse et les besoins en hausse, les responsabilités. C'est le lien que l'on a avec celles et ceux que l'on représente et ce que l'on a l'intention de faire pour eux, le projet que l'on porte. Et ça, pas besoin d'être élu pour commencer à y réfléchir. C'est même recommandé.